Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de tout ce qui est prototypage. Parce qu'on parle assez souvent de lancement de proto. Qu'est-ce qui se passe au tout début? Je vais faire fonctionner ma zapette. On parle souvent de tout ce qui va être le début. On va prototyper rapidement, on va lancer rapidement des prototypes. Et puis un jour, ça arrive dans les équipes exploitation. Et les exploitations, c'est la plupart d'entre nous dans cette salle. Les product managers, les développeurs, ceux qui arrivent après le lancement du produit et qui doivent maintenir ce produit à l'échelle. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'exploitation. Ça fait 10 ans que je fais du product management en start-up. Et depuis 1 an, j'ai rejoint une scale-up Green IT qui s'appelle Soft et qui a pour ambition de décarboner l'empreinte carbone de nos DSI. Donc comment on va réussir à réduire les empreintes cloud, on-prem, device. Et dans ce domaine qui est assez innovant de transition énergétique, où on se pose encore la question de comment on calcule une empreinte CO2, on s'est très rapidement rendu compte qu'il allait falloir qu'on itère rapidement. Et donc en 2 ans, il y a plus de 20 prototypes qui ont été créés. Et face à ce tas d'or, c'est poser la question de comment on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire de cette masse de prototypes à l'échelle? Et je voudrais commencer par vous raconter une histoire d'il y a longtemps, avant Agile, avant le Lean. On est aux États-Unis en 1886. Né le prototype le plus vendu, le plus rentable de l'histoire. On est juste après la guerre de sécession. Et on a des vétérans qui reviennent blessés et pour beaucoup addicts à la morphine. Parmi eux, un pharmacien, John Steele Pemberton. Il est lui-même addict et il va s'attaquer à ce problème avec un de ses collègues. Et dans son labo, il va tester, itérer, mélanger les composants. Noix de cola, feuilles de coca, alcool, et il crée le Coca-Cola. John, il est super malade. Il décide de céder la recette à son fils pour seulement $300. C'est à peu près 10 000 € aujourd'hui. Et il va la céder à quelqu'un qui est totalement différent. Asa Griggs Candler. Là, on est sur un businessman ambitieux. Non, décidément, je vais rester à côté. On est sur un businessman ambitieux qui va faire 3 choses que John ne faisait pas jusque-là et qui va en 5 ans distribuer nationalement le produit. Ils standardisent. On se retrouve avec le même goût partout. Ils investissent massivement dans le réseau de distribution pour passer à l'échelle. Et puis, il va aussi investir dans la marque. Vous voyez le nouveau logo qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette histoire parce qu'elle nous rappelle qu'on parle beaucoup du prototypeur dans son garage, de la personne qui lance, la personne qui crée au début. Mais que dans la plupart des grosses boîtes qui réussissent, il y a 2 types de profils. À côté de notre builder, il y a toujours un exploitant. Aujourd'hui, nos builders, ils vont 1000 fois plus vite. Un prompt égale un proto. C'est très facile de passer à l'échelle. Ou en tout cas d'avoir l'impression d'être passé à l'échelle. Parce que côté exploitation, ça n'a pas tant changé que ça. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire passer ces prototypes à l'échelle d'après? Comment on les maintient, on les industrialise, on les exploite? Et ça, on va le retrouver dans la plupart de ces gros logos. Chez tous ces gros logos, que ce soit Gucci, Mini, LVMH, McDo, Apple, ils ont tous eu un builder et un exploitant. 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment pour faire passer le prototype au niveau supérieur. Et d'ailleurs, là, je vous parle, vous avez vu le logo d'Apple. Chez Apple, il y a quelqu'un qu'on a toujours pensé comme étant un créa et qui ne l'est pas du tout. On a Steve Jobs et son Think Different. Steve Jobs, c'est un exploitant. Et il y a une anecdote qui devrait vous parler, où Steve Jobs rentre dans une salle de conférence
Et il y a un dev qui se lève et qui l'agresse en lui disant « De quoi tu viens nous parler? Ça fait des années que tu n'as plus mis les mains dans le code. Je suis sûr que tu connais rien à la nouvelle techno Java. » Et donc là, on a Steve assez calmement, finalement, qui va prendre une bouteille d'eau, qui boit un coup, qui s'assied, et puis qui va lui dire « T'as raison, j'y connais rien à cette nouvelle techno. Mais en fait, moi, mon job, c'est de faire des produits qui font rentrer des milliards dans la boîte. » Et cette histoire, elle est tout aussi vraie aujourd'hui. On a des nouvelles technos, on a de Lovable, on a de l'IA. Ok, mais l'objectif, c'est pas de créer un tas de prototypes. Si on crée ce tas de prototypes, on a certes gagné des prototypes, mais on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Le sujet, ça reste comment on fait des produits rentables et comment on arrive à transformer ces prototypes en produits à l'échelle. Je vous en parle parce que nous, chez Soft, je vous disais qu'en 20 ans, en 2 ans, on a créé plus de 20 prototypes. Et donc l'an dernier, on s'est retrouvé dans la situation de se dire et qu'est-ce qu'on fait de tous ces protos? Dans la boîte, on a déjà les 2 types de profils. On a recruté des builders et on a des product managers. C'est 2 équipes qui coexistent les unes à côté des autres. Et on s'est assez vite rendu compte qu'avoir les 2 types de profils à côté, et donc juste se dire, OK, j'ai caché la case, j'ai recruté un builder, c'était pas suffisant. Et c'est pas suffisant parce que les équipes, elles n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes timelines, pas les mêmes manières de travailler. On va avoir d'un côté nos builders qui testent des nouveaux marchés qui vont vite. Donc eux, leur objectif, c'est de déployer le plus rapidement des expérimentations en production. Et c'est hyper important que dans nos boîtes, on arrive à leur offrir ce cadre sans contrainte. Parce que c'est le concept même de l'innovation, il faut aller vite. Et puis de l'autre côté, on a nos product managers, nos squads de développement, nos équipes exploitation, qui gèrent le produit cœur. Et mécaniquement, dès que ces équipes qui vont vouloir aller chercher de la robustesse, qui vont vouloir solidifier des choses, rentrent dans le jeu, elles ralentissent tout. Et c'est normal, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande de la robustesse et de la résilience. D'ailleurs, ces équipes, la plupart du temps, elles arrivent après le market fit, une fois qu'on a réussi à prouver que le produit il avait de la valeur sur le marché. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre les deux. Parce que si on va trop vite sur l'exploitation, si on commence à vouloir solidifier, à amener de la robustesse trop vite, on ralentit la boîte. On ralentit dans la boîte, en plus aujourd'hui dans un marché qui va de plus en plus vite. Donc on fait un pari et en fait on hypothèque notre avenir. Mais à l'inverse, si on se dit ok, il nous faut des builders, il faut qu'on aille plus vite, c'est pas possible, on est beaucoup trop lent par rapport à notre marché. Et qu'on laisse ces builders assez débridés aller de plus en plus vite. On va se retrouver avec des tas de prototypes. Mais pire, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se retrouve avec des prototypes en prod, vendus à des clients. Et ça, chez Soft, on l'a fait. Chez Soft, on l'a fait l'an dernier, où on s'est retrouvé avec un gros prototype qui a explosé en termes de succès commercial. On a eu un prototype avec plusieurs millions d'euros de contrats dessus, des très très gros clients. Et tout allait bien jusqu'à ce que le client nous dise moi j'aimerais bien le tester on-premise. Et là le CTO a eu une sueur froide parce qu'évidemment c'était pas du tout fait pour être on-premise. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de problèmes de scale avec ce proto. Le premier problème, c'est qu'on avait une techno tierce à 3 € par utilisateur. Nous, notre marché, c'est de l'enterprise. Et donc notre but, c'est de se déployer dans toutes les DSI. On parle de centaines d'utilisateurs. Du coup, 3 € par utilisateur, ce n'était pas du tout adapté avec le business model et le prix de licence de notre produit à nous. Deuxième souci, tout ce qui est maintenance et sécurité. On était du coup totalement dépendant d'une techno tierce. Et pour ceux qui ont suivi récemment, il y a eu plusieurs failles de sécurité chez les gros éditeurs type Lovable ou autres. Et donc on s'ouvre aussi
on se met un peu à risque face à ces nouvelles technos qui n'ont peut-être pas le même niveau de robustesse et de solidité que peuvent avoir ce qu'on développait et sur lequel on avait la main. Et ça, c'est que le début. Mais en plus, toutes nos équipes, sales, marketing, support, chargées de clients, elles n'avaient pas du tout été formées, elles n'étaient pas prêtes à absorber le volume de clients que ce prototype a eu. Et donc là où nous, on se disait, super, on a un produit qui passe à l'échelle, ça a créé une énorme tension au niveau de la boîte. Là, la tentation, c'est de dire, bon, tant pis, c'est bon, on a été la start-up jeune, on a lancé nos protos, maintenant on devient plus mature, on solidifie, on passe sur de l'exploitation. Mais je vous disais tout à l'heure, si on dit, OK, on laisse totalement tomber cette innovation, on prend un trop gros risque pour la boîte. Tout l'enjeu, je pense, c'est pas de se débattre entre est-ce qu'il faut des builders ou des product managers, est-ce que le builder est le futur du product manager, quelle est la place du dev plus tard. C'est comment on arrive à gérer ces deux vitesses. Comment on fait bosser ensemble dans une boîte nos builders, nos créas qui vont très vite, et nos équipes d'exploitation qui sont là pour amener de la robustesse. Comment on passe ce schéma et cette double vitesse à l'échelle, et on la garde même sur des groupes qui ont passé depuis longtemps leur market fit. Chez Soft, après pas mal d'itérations, on a mis en place un process en 3 étapes qui est porté par nos équipes exploitation. Donc les responsables, c'est des product managers avec des squads classiques. Et dans ces 3 étapes, ce qu'on va retrouver au tout début, ça va être tout ce qui est création de ce sirop, comment je trouve mes bons protos. J'ai une équipe de builders qui a créé plein de choses. Comment je sais sur lesquels je vais investir et lesquels je garde à l'étape proto. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une cartographie de portefeuille. Pour ceux qui ont déjà fait du produit ou de la gestion de produits à l'échelle, c'est un outil qui est assez classique où tous les 3 mois, on se pose et on regarde tout notre portefeuille. Évidemment, plus il y a de prototypes, plus le portefeuille est gros. On a pour l'instant 3 critères. On a un premier critère sur l'usage. À quel point ce prototype a de l'attraction. On a un deuxième critère commercial. Est-ce qu'il est utilisé par des pitchs commerciaux? Est-ce qu'on sent qu'en termes de rendez-vous de vente, c'est quelque chose qui commence à payer? Est-ce qu'il y a des prospects qui commencent à vouloir payer pour avoir ce prototype? Et puis notre troisième critère, c'est tout ce qui va être vision et market fit. Plus on a de prototypes, plus c'est tentant d'étaler notre base, plus c'est tentant de faire un peu tout. Est-ce que là, ce qui a été créé rapidement, c'est vraiment aligné avec la direction dans laquelle on a envie de projeter la boîte? Est-ce que c'est aligné avec l'histoire de ce qu'on veut raconter à nos clients demain? Et ça, pour vous illustrer avec un exemple très concret, ces 3 différentes phases, on a un proto, là, en mars, qui a coché les 3 phases. On avait notre utilisateur qui venait de manière assez récurrente sans qu'on ait besoin de le relancer pour qu'il se connecte sur la plateforme. On avait une très forte traction commerciale. Les commerciaux ont commencé à nous dire, dans tous nos pitchs de vente, on parle en fait de ce proto. Et extrêmement aligné avec ce qu'on fait chez Soft, puisque c'était un prototype qui permettait de voir tous les leviers de décarbonation de l'IT. Donc toutes les actions possibles pour faire baisser l'empreinte carbone. Donc on est dans le cœur de ce qu'on fait. Et donc ce proto, on le passe à la deuxième étape. On m'a déjà dit que ce titre était très putaclic et on m'a fortement incité à enlever le mot détruire, mais que je souhaite garder. Cette deuxième étape, elle est contre-intuitive parce que notre proto, on ne le passe pas à l'échelle. Notre proto, on le détruit. Ce prototype, il a été fait par les équipes builders, par nos équipes de créa pour apprendre. Donc par définition, c'est plein de tests, plein de petites itérations. Ça n'a pas été construit, réfléchi, dans le sens architectural. Ça a été fait pour tester des hypothèses. Si on passe à l'échelle, on construit sur du sable. Un produit, il est fait pour être maintenable, rentable, sur du long terme. Donc il n'est pas du tout pensé de la même manière. Du coup, le premier travail de nos équipes exploitation, c'est de prendre le prototype et avec l'équipe qui l'a créé, de le déconstruire.
d'arriver à comprendre quels sont les leviers, les triggers principaux. Qu'est-ce qui fait le succès de notre proto? C'est quoi l'essence qu'on a envie de garder et qu'on a envie de passer à l'échelle? Là, vous avez un screen de ce proto avec plein d'idées dedans. Nous, notre conclusion, ça a été que ce qu'on voulait extraire de ce prototype, c'était les actions qui avaient le plus d'impact sur l'empreinte carbone. Que certes, on pouvait toujours aller à la course au plus d'actions, mais que ce qui fonctionnait le mieux, c'est d'arriver à le relier à une empreinte carbone. Et donc ce proto, on l'a détruit et complètement repensé autour de cette notion des actions qui ont le plus d'impact. On passe de 100 leviers pour décarboner votre DSI aux 3 actions les plus impactantes sur votre empreinte carbone, là, maintenant, basées sur vos données d'usage. Et une fois qu'on a fait ça, l'équipe exploitation, elle va se poser sur le business model. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment on rentabilise ce passage à l'échelle? Parce que ça coûte cher une réécriture. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'en faire un produit d'upsell. Donc on passe d'un petit produit sur le bord de la plateforme à un upsell structurant la porte d'entrée vers notre offre premium, qui va être tous des simulateurs, des manières de simuler si, par exemple, je vais diminuer telles instances sur le cloud, combien je gagne en euros et en CO2. Et donc on parle d'un petit prototype qui devient extrêmement stratégique au cœur de notre boîte. Et une fois qu'on a repensé ça, il va venir la grosse phase de conception, structuration de l'offre. Parce que c'est le moment où il faut sortir de l'argent. Quand je vous dis qu'il faut reconstruire le produit, ce que ça veut dire factuellement, c'est qu'il va falloir investir sur l'architecture, sur la réécriture, avec des squads de développement. C'est qu'il va falloir se poser la question justement du business model. Combien ça coûte? Comment? Quels sont nos coûts actuellement et est-ce qu'on va réussir à être rentable? Et puis, il va falloir former nos équipes, produits, sales, marketing, customer success. Comment fonctionne ce produit demain? Comment on onboard des clients? Si là, on en fait un upsell, qu'est-ce qui va mener à cet upsell? Et tout ça, c'est la partie un peu cachée. La partie où on peut se dire, j'ai fait mon proto, c'est fini, mais en fait, c'est que le début. Et là encore, je vous ai parlé de manière très nombriliste que nous. Mais dans l'histoire, on a quand même un client. Ou des clients. On a des clients qui ont testé le proto. Et plus le proto était bon, plus les clients ils se disent qu'ils ont eu un vrai produit entre les mains. Que finalement, ces histoires de réécriture, c'est notre tambouille interne. Lui, il veut juste que ça continue de marcher. Et donc, vous allez le décevoir. Et vous pouvez mettre autant de flags, de bêta, d'alertes, etc. en disant « ceci n'est qu'un prototype, ce n'est pas la réalité ». Votre client, il a joué avec quelque chose entre les mains et il va se poser la question de pourquoi on m'enlève des fonctionnalités. Et vous allez le décevoir. Il faut être assez à l'aise pour se dire il n'y a pas moyen d'y couper. La contre-mesure la plus efficace qu'on ait trouvée, c'est de limiter le nombre de clients sur le proto. De dire sur un prototype, ce n'est pas plus que 2 ou 3 clients. Comme ça, on va pouvoir les accompagner un par un vers la suite. Mais ça n'empêche pas du tout que ce travail d'accompagnement, il est très lourd et que quand on coupe des fonctionnalités, derrière, il faut assumer le SAV. Et c'est là où souvent, c'est un peu plus compliqué. On s'est dit, OK, on a nos 3 phases. Si je rappelle, du coup, on a un tango entre l'équipe exploitation, l'équipe innovation, qui vont cartographier le portefeuille pour aller retrouver les prototypes qui ont le plus de valeur, qui vont derrière repenser le prototype, le détruire, le reconstruire, repenser l'expérience, repenser le business model. Et puis, on a toute cette partie de planification, de comment on passe ce produit à l'échelle, comment on garde nos clients dans la boucle. Et là, très naïvement, on s'était dit qu'on avait fini, on avait fait le plus dur. Et en fait, c'est là qu'on se prend le dernier obstacle, qui est je le sens pas. Et je pense que vous le connaissez tous, c'est le moment où on arrive en comité de direction, on présente la facture,
en disant voilà combien ça va nous coûter. Et au moment où il va falloir investir du temps, des personnes, de l'énergie, il y a quelqu'un qui se lève et puis qui dit je le sens pas. Je le sens pas. Et sous-estimez pas cette phrase parce que c'est celle qui va tuer le plus de prototypes dans l'œuf. Cette personne, elle a peur. Elle a peur de perdre de l'argent. Elle a peur de miser sur le mauvais cheval. Elle a peur de se tromper. Et cette peur, elle est extrêmement naturelle. Et dans nos boîtes, on ne manque pas d'idées. En revanche, on manque beaucoup de décisions courageuses. Et une décision courageuse, c'est pas juste quelqu'un qui croit extrêmement fort dans ce prototype et qui a vraiment envie qu'il passe en prod. Une décision courageuse, c'est une décision où vous avez réussi, à force de process structurés, de cadres, d'arbitrage, à faire en sorte qu'elle soit juste la suite logique. Et ça, c'est un énorme investissement. Nous, c'est nos équipes exploitation qui vont faire en sorte que, au fur et à mesure dans la boîte, on arrive à prendre de plus en plus facilement ces décisions. Ça commence au moment où on décide de tuer un prototype, où tout le monde doit être à l'aise avec le fait de se dire « ce prototype-là, on l'arrête ». Ce prototype-là, on a testé, mais il n'apporte pas la valeur qu'on voulait. Ça continue juste après, parce que même si on a choisi le prototype, on arrive à la phase de destruction. Donc il faut que les gens soient à l'aise en se disant bah, ce proto, dans lequel j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie, on va le repenser complètement. Parce qu'on sait qu'un concept, il peut être décliné d'1 million de façons différentes. Et donc ce qui compte justement, c'est l'idée, c'est le concept gagnant. Et puis ça continue quand on accepte de décevoir nos clients. Parce que notre but, c'est de construire une boîte qui soit rentable dans le temps, qui soit pérenne. Et donc pour arriver à cette boîte pérenne, ça veut dire que sur le court terme, on accepte de décevoir. Et ça a l'air assez simple dit comme ça, mais c'est toutes ces petites décisions que nos équipes exploitation poussent à prendre les unes après les autres qui nous permettent derrière de créer un véritable rouleau d'innovation. C'est tout ça qui fait qu'on va réussir à passer de plein de petits prototypes et plein de petites initiatives éparses à une vraie avance sur notre marché. Ça, c'est le travail de nos équipes exploitation. Et moi, je suis convaincue que dans toutes les boîtes et partout, il y a plein de prototypes et de produits qui n'ont jamais vu le jour parce qu'on n'a pas réussi à faire ce passage de l'un à l'autre. Notre John, il n'a pas trouvé son hasard et son proto, il est resté à l'échelle locale. John, il n'a pas trouvé son hasard et il n'a pas trouvé le bon business model pour réussir à scaler. John, il n'a pas trouvé son hasard et son proto, il a déçu. Il n'a pas mis d'argent pour pouvoir passer à l'exploitation. Et j'aimerais bien ici qu'on se dise tous que notre objectif, c'est de faire en sorte que dans toutes nos boîtes, les John et les Asa se trouvent, mais aussi qu'ils arrivent à bosser ensemble. Qu'on arrive à passer outre ce clivage transpartisan de les builders versus ceux qui font du vrai code, les créas versus ceux qui sont capables de passer à l'échelle. Parce que pour que nos boîtes réussissent demain, il va falloir qu'on arrive à bosser ensemble. Vous avez tous, j'ai vu ici des petits stickers, des stickers I love Paris, I love New York, I love Java. Moi, j'aimerais bien voir un peu plus de stickers du style I love my Asa. Donc j'en ai quelques-uns que je peux vous distribuer. Et j'aimerais bien que vous le mettiez, que ce soit sur une trottinette, sur un PC, sur votre précieux téléphone. Et que si un jour quelqu'un vous demande « mais c'est qui ce gars-là » bah, vous puissiez lui dire « lui, c'est ce qu'il te faut pour faire passer ta boîte à l'échelle. » Et aujourd'hui, c'est ça qui compte.
Donc je voulais vous dire merci. Je vous ai mis le petit QR code pour les feedbacks. Je vais vous le garder un temps de questions, comme c'est un sujet d'actualité que j'ai souvent beaucoup de questions. Et merci, entre autres, à tous nos sponsors qui font que cet événement est possible aujourd'hui. Et du coup, si on peut faire les micro-questions. Bonjour, d'abord merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Je ne sais pas quelle taille vous faites chez Soft. Là, à Grenoble, moi je suis pas mal confronté à des structures assez petites et qui n'ont pas forcément trouvé leur market fit, qui n'ont pas forcément trouvé leur ASA. Quel conseil tu aurais pour eux? Donc nous, pour répondre à la première question, quand je suis arrivée, il y avait 30 personnes. Le builder, il a été recruté quand il y avait environ 15 personnes et aujourd'hui, on est 50. Pour moi, il y a un vrai sujet pré-market fit de donner de la place au builder. Parce que pré-market fit, tu es dans un test de marché. Donc justement, le but, c'est comment on va vite, comment on s'assure que ça fonctionne, comment on s'assure d'avoir assez de clients. Et c'est hyper tentant de vouloir structurer, surtout quand on a un background technique ou produit et on se dit, je veux construire pour l'avenir. Mais en fait, l'avenir, tu ne sais pas encore à quoi il ressemble. Et donc, c'est assez facile d'un côté, parce que maintenant, on a toutes les technos pour le faire et pour le faire rapidement, et pour se dire, OK, on va pouvoir tester. Mais c'est contre une tendance naturelle, en tout cas dans les équipes tech, d'accepter cette instabilité et de se dire, là, on est dans une phase de build, et on passera à l'exploitation quand on aura X clients, X traction, et qu'on est sûr qu'on veut aller vers ça. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à cette taille-là. Merci. Oui, vous avez évoqué la fameuse peur du codir, ça va pas le faire. Mais c'est pas très clair pour moi la contre-mesure que vous mettez derrière. Nous, le travail, ça a été sur tous les points d'alignement avant. Donc en fait, dès que par exemple, on se dit ça, c'est les prototypes qui peuvent ou pas passer, on doit déjà s'assurer qu'on a un strong yes, que tout le monde est vraiment aligné sur on va commencer à investir dans ce prototype pour qu'il passe à l'échelle. Et ça, c'est la première étape qu'on perdait parce qu'on arrivait devant le comité de direction avec une facture, mais avant même que les personnes aient eu le temps de dire creuser cette industrialisation, j'y crois pas. Donc on essaye déjà que ça arrive très tôt à ce moment-là. Deuxième chose, c'est à cette deuxième étape, au moment où on reconstruit et on repense le business model, c'est à quel point on va pouvoir mettre du gain et du delight par rapport à ce qu'on enlève. Donc pour ça, il faut que le prototype ne soit pas allé trop loin. Mais on a tout un retravail pour qu'ils n'aient pas l'impression de payer juste pour reconstruire, auquel cas c'est déceptif, mais qu'ils se disent « je paye parce que je suis sûr de gagner derrière ». Là, quand j'investis dans un upsell de ma plateforme, je sais que je vais gagner, que je vais retrouver ma mise. Et donc là, à cette deuxième étape, il y a aussi tout un travail de se dire comment on va passer à l'étape d'après et qu'est-ce qu'on enlève du proto pour que la réécriture coûte moins cher. Parce que si on essaye de refaire tout le proto, on se retrouve avec des factures beaucoup plus élevées. Et donc là, pareil, il y a le comité de direction sur cette deuxième phase qui voit le avant-après et qui est plus ou moins embarqué et qui sait déjà nous dire j'ai tendance à y aller ou pas. Sur la dernière phase, qui est un peu plus, j'allais dire, justement le go-to-market, les sales, ce genre de choses, souvent elle est vue comme un truc très projet, alors que c'est là, comme on crée par exemple tout ce qui est marketing et sales collatéral, qu'on va bosser avec toutes les équipes pour être sûr d'avoir leur adhésion. Parce que quand on va créer le matériau pour les sales, on va le co-construire, donc à la fin, normalement, ils devraient être excités par ce nouveau matériau et vouloir le présenter. Pareil côté marketing, pareil côté CSM. Et donc c'est presque un lobbying interne de s'assurer que tout le monde a vraiment envie que ça sorte pour que quand on arrive à cette toute fin du CODIR, en fait tous les départements, ils ont déjà envie d'y aller. La décision, elle est pré-travaillée. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ces 3 étapes qui ne sont pas au pif. C'est vraiment là où on a vu des frictions par le passé, où on s'est dit, OK, on doit être très bon là-dedans pour que quand on arrive à la fin, ce ne soit plus un sujet, parce qu'on a levé les principaux freins, on a déjà eu les principales peurs. Et donc, c'est une formalité. Mais objectivement, ça a pris du temps. Là, ça fait plus d'1 an qu'on est en train de travailler là-dessus. Et le plus gros frein qui nous reste, ça va être la prise de décision.
Et ça reste, et je pense que ça va rester encore pendant un moment, un vrai sujet, d'arriver à dire on arrête, parce que ça va avec le pendant de du coup j'ai assez d'argent pour investir. Bonjour. Je voulais savoir comment vous faites si le builder il a un impact, il a une grosse importance dans la prise de décision. On a eu un gros boulot en interne, et en fait c'est bête mais c'est con, ça fait partie, pour valoriser l'équipe exploitation. Ça a été déjà le premier travail, parce qu'en fait le builder il arrive avec cette aura de je vais très vite et je vous fais 20 protos en 2 ans, je schématise, mais et l'équipe exploitation vous êtes des nuls, vous êtes hyper lents. Donc plutôt que donner un truc à l'exploitation, donnez-le moi à moi, ça ira beaucoup plus vite. Et donc la première partie du truc, ça a été comment on arrive à valoriser l'importance de l'équipe exploitation. Et une fois qu'on a eu ça, c'est de la relation humaine, c'est-à-dire que c'était vraiment, nous on a fait des doublons entre un PM a toujours un builder, et le rôle du PM c'est d'être suffisamment proche du builder pour qu'au fur et à mesure il soit hyper aligné et qu'on n'arrive pas avec du builder contre PM et que pense le builder et que pense le PM et qui bosse au fur et à mesure. Dans les mini trucs qu'il y a de la donnée, plus tu arrives à avoir de la donnée, plus c'est simple. Et donc quand là on a réussi, je vous parlais du proto en mars, en fait du coup régulièrement on a des protos qui font tout le process. Plus on arrive à montrer que ça fonctionne bien, plus c'est simple de dire en fait regardez notre équipe exploitation, elle est forte, elle arrive à transformer cet essai. Parce que finalement le boulot c'est plus compliqué qu'une page blanche, on part d'un truc qui existe et qu'on ne doit pas casser. Travail de longue haleine. Dans le monde des développeurs, je pense que la plupart se sentent une fibre créative à un moment donné. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous n'avez pas dans votre équipe d'exploitation des gens qui, à un moment donné, ont des idées et viennent un peu du côté build? Comment vous gérez ça? Eh bien, ils le font. Donc effectivement, on a des développeurs. Alors, il y en a qui nous ont dit jamais de la vie, parce que ça existe aussi. On a des développeurs, en revanche, qui nous ont dit on veut faire partie des builders. On a toutes les compétences. On pense que c'est le métier de demain de dev ou autre. Et on a envie de faire partie de cette équipe et on le fait. Donc là, par exemple, on a un de nos développeurs qui fait même maintenant partie officiellement de l'équipe de build. Il a choisi de le faire 2 semaines par trimestre. Donc de se dire, je lance un proto chaque trimestre et je vois ce que ça donne. Ça, c'est des modalités à discuter en fonction de ce qui est possible. Et donc, il fait les deux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce double profil, ça lui permet à la fois de faire des tests vraiment de bout en bout, parce que nos builders, ils vont face à des clients, ils vont faire les tests, ils font CSM sur leur proto, ils font tout. Et donc, ça permet à ce dev d'aller confronter toutes ces idées au marché. Et en plus, derrière, si certains de ces protos sont industrialisés, alors c'est pas lui qui va l'idée de l'industrialisation parce qu'il sera beaucoup trop biaisé, mais on a un builder qui a une très bonne connaissance marché dans l'exploitation au quotidien, qui a parlé avec plein de clients, qui a appris plein de choses. Et donc nous, c'est même plutôt quelque chose qu'on valorise, de dire à nos devs, vous pouvez devenir builder. Et c'est beaucoup plus simple pour nos devs que pour les équipes market ou sales. Parce qu'évidemment, dans toute la boîte, il y a des gens qui auraient aimé être builder et qui essayent. C'est beaucoup plus simple pour un dev parce que le temps d'onboarding sur les nouveaux outils est beaucoup plus court. Et donc la marche est moins haute à passer que quand on a des sales qui veulent être builder, où là il ne faut pas 2 semaines, mais il faut plutôt 6 semaines. Et donc c'est plus complexe. Bon, du coup, question, quels sont les métiers dans l'équipe build? Vous avez dit sales, développeur et... Alors c'est beaucoup... Alors chez Soft, on est une boîte qui fait tout ce qui est donc décarbonation de l'IT. On travaille avec des fichiers qui ont des millions de lignes. Donc c'est des profils très techniques. Donc c'est une personne qui est machine learning d'ancienne carrière et qui maintenant fait du machine learning et du build. Un ancien ingé. On a une personne qui fait de la science environnementale, donc qui est plutôt spécialisée dans la partie carbone et qui a envie de tester tout ce qu'elle connaît en carbone pour faire de la simulation, pour appliquer ces données. Sales Market, il y a eu 2-3 tests, mais pour l'instant, il n'y en a pas qui sont à temps plein dans cette équipe-là. Et c'est là où je dis, en tout cas, nous, dans notre contexte, c'est plus compliqué. Alors, je sais que sur LinkedIn, il y a plein de Sales Market, de CEO qui le font.
Nous, on ne le voit pas dans le long terme pour l'instant chez nous. Oui, merci pour la présentation. Alors moi j'ai une question qui a l'air un peu naïve parce que je sais que tu es néophyte dans les startups et scale-up, enfin ce que vous voulez. En fait, je n'ai pas compris le concept de builders et d'exploitants. Enfin, je me suis raccroché à mes propres expériences et en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit, peut-être je n'ai pas capté ce que c'était des builders, des exploitants et pourquoi est-ce que les builders n'ont pas le droit de faire l'exploitation. Enfin, j'avoue que j'ai l'air très néophyte comme ça, mais je comprends. Non, mais c'est moi qui suis désolée de ne pas avoir introduit les termes. Non, pas de souci. Les builders, chez nous, ça va être tous ceux qui font du prototypage rapide. Donc, ils vont utiliser des technos, ça peut être du low-code, du Retool ou autre, ça peut être du Lovable, ça peut être du vibe coding avec Claude, ça peut être la techno de leur choix, mais leur but, c'est de sortir le produit le plus vite possible. Donc, ils ont très peu de contraintes de sécurité. Ils ne doivent pas faire n'importe quoi parce qu'on a de la donnée grand compte, mais ils ont très très peu de contraintes au début parce qu'au pire, ils font tourner en local sur leur PC pour faire le test et ça fonctionne. Ils n'ont aucune contrainte sur la propreté du code. Ils n'ont pas de contrainte de déploiement, d'accès aux clients parce que c'est eux, avec leurs clients, qui pilotent tout. Et donc, ils sont vraiment électrons libres, comme s'ils créaient une start-up dans la boîte. Ce qu'on va appeler nos équipes exploitation, c'est donc souvent un product manager plus des développeurs qui forment une squad, qui vont plutôt bosser sur notre produit historique. C'est entre guillemets du vrai code, puisqu'on peut faire du vrai code aussi côté builder. Mais c'est du code qui doit tenir à l'échelle, qui a une norme ISO. Eux, ils doivent faire très attention du coup à la qualité de code, à la maintenabilité, à ce que ça devient dans 10 ans. Et peut-être aussi pour casser, de temps en temps, les gens me disent « Ouais, mais on a l'impression que du coup les builders vont faire toute l'innovation et que c'est pas chouette d'être exploitant. » Nos équipes exploitation, elles font de la discovery, elles font de l'amélioration sur leurs produits. Elles continuent à faire tout ce qu'on fait pour faire grandir un produit de manière classique. C'est juste que quand le risque est trop haut, soit parce que c'est un nouveau marché, soit parce qu'on se dit vraiment on n'y connaît rien, c'est un pur pari, dans ce cas-là, ça part côté builder jetable. Parce qu'on sait que c'est jeté à la fin. Ok, c'est plus clair, merci. Du coup, j'aurais une question sur d'où est venu ce besoin. Est-ce que c'était déjà dans la société et on s'est aperçu que, oui, effectivement, on devait vraiment séparer, et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce choix au final, parce qu'il aurait pu y avoir d'autres perspectives, etc. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, etc. Alors déjà, ce qui est important, c'est que ce besoin date d'avant l'IA. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu l'IA qu'il y a eu une espèce de FOMO et qu'on s'est dit il faut absolument des builders. Ça date plutôt du low-code qu'il y avait avant. C'était lié très fortement au contexte de boîte, qui est, dès que tu fais de la mesure CO2, ça change très très vite. On ne sait pas comment on calcule l'empreinte CO2 d'un PC, en fait. Ça a l'air très bête, mais ça change totalement. Et même aujourd'hui, il y a encore des incertitudes de 1 à 3. Et donc, on avait besoin de pouvoir tester rapidement des idées et se dire est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça ne tient pas la route. Et c'était extrêmement disruptif pour nos équipes exploitation sur le produit cœur de faire ces tests, de se faire challenger par un client qui disait « Mais attendez, moi, quand je fais le calcul, j'ai un énorme delta avec vous, refaites le calcul. » Et donc, c'est comme ça qu'a été l'idée de dire on va prendre un builder au début, qui est quelqu'un qui est très fort en empreinte carbone environnementale et qui va nous créer plein de petits simulateurs pour voir si j'allonge la durée de vie de mes PC, je gagne combien de CO2, si je réduis de 30% mes instances cloud, je gagne combien de CO2. Plein de petites idées comme ça, mais sans levier justement, qui a créé plein de simulateurs pour se dire très rapidement ça on a envie, ça on n'a pas envie, ça on a envie, ça on n'a pas envie. Et donc toute la partie, là je vous ai parlé beaucoup de proto, mais chez nous, toute la partie décarbonation, baisse d'empreinte carbone, c'était du full low-code. Donc c'est quand même une grosse partie de notre produit qui nous a permis de prendre énormément d'avance sur le marché et donc qui a été récompensé notamment en termes d'investissement. Tout ça, c'était du low-code. Et donc on avait tout un énorme pan de notre produit en low-code, tous les simulateurs donc, qui étaient aussi en low-code. J'ai presque envie de dire la moitié de la boîte était sur ce test low-code. Et ça pendant longtemps, ça n'a pas bloqué et c'était notre produit chez nos clients. Jusqu'à justement ce fameux trigger de moi j'aimerais bien l'avoir on-prem et sur des 100 personnes, où là on s'est dit ah ouais mais là on sort de notre je teste et j'expérimente rapidement et ça fonctionne.
comment on gère du coup l'attraction sur d'un prototype qui réussit. Qu'est-ce qu'on fait de nos 20 protos? Est-ce qu'on doit tous les industrialiser? Là, on a fait 20 fois, soyons optimistes, 3 mois grâce à Cloud Code. Et ça fait des années, c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on met en place? On ne peut pas scaler nos équipes à l'échelle. Et c'est là qu'après, ça s'est rééquilibré. Mais là, avec le scale de la boîte, on recrute autant de PM que de builders. Donc on a là tout de suite 3 PM et 3 builders. Parce que cette partie expérimentale, elle reste très très forte dans la boîte. Et c'est quelque chose qu'on veut garder à l'échelle. Je ne sais pas si je réponds à toutes tes questions. En partie. Mais il y a eu des ressources sur lesquelles vous êtes appuyé, des philosophies, des courants. Vous avez vraiment tout monté from scratch et c'est vraiment basé... Non, ça a été fait vraiment en random. Okay. Enfin, en gros, les 2 fondateurs, c'est 2 consultants qui se sont dit il faut qu'on aille plus vite. Ah tiens, j'ai rencontré quelqu'un à un salon qui est un builder qui a l'air très bon, qui va très vite. Nous, dans notre domaine, en gros, il y a une autre boîte qui est très connue qui avait fait que du build par des builders. Donc ils se sont dit on va débaucher ce gars-là et il va venir faire du build chez nous. Et ça a fonctionné jusqu'à un moment. Et moi, je suis arrivée au moment où ça fonctionnait moins bien. Mon rôle, c'est CPO. Du coup, je me suis assez peu présentée. Mais donc, moi, je suis CPO et je suis arrivée au moment où ça a commencé à fonctionner moins bien. Et on s'est dit, OK, comment on structure ça de manière un peu plus pro? Là, maintenant, on va s'appuyer... Alors, il y a assez peu de ressources sur ce modèle à 2 échelles. Mais j'ai un copain qui est grenoblois, Sylvain Cabot, qui lui m'a dit, ah bah tiens, c'est intéressant parce que ça me fait penser... à un modèle innovation-exploitation, qui est un modèle de Osterwalder, celui qui a fait le business model Canva, pour ceux qui le connaissent. Et puis qui m'a dit, ah ouais, mais aussi, donc lui, il théorise tout ce qui est organisation, et il m'a dit, ah ouais, mais en fait, les sales, ils ont déjà ça, parce que côté sales, on va avoir des hunters, des SDR, qui vont aller chercher des deals. Et donc, eux, leur but, c'est d'avoir plein de deals et de tester des marchés. Et on va avoir plus des key account managers ou des sales qui vont s'occuper de comptes existants et qui vont les faire grandir. Et en fait, du coup, si on fait le parallèle, ces orgas, elles existent dans d'autres départements. Et c'est juste que côté tech, on les avait moins, ou en tout cas, elles sont assez peu formalisées. Mais elles existent côté sales, ça existe côté market, où il y en a qui vont faire du contenu de longue durée, pendant qu'il y en a d'autres qui vont faire des ads, de la publicité pour faire venir rapidement. Ça existe côté chargé de compte, où ils vont avoir ceux qui font de la delivery de plein de comptes versus... Et donc, en fait, ça existe dans la plupart des départements de la boîte. Ça n'existait pas côté produit tech. Nous, on pense du coup que c'est un gain en maturité, parce que c'est des fonctions plus récentes et que là, on commence à arriver au niveau d'après de maturité. Mais c'est un pari, et il y a d'autres boîtes qui disent ça ne doit absolument pas marcher comme ça, et c'est les product managers qui doivent tout faire, dont cette partie-là. J'ai plus de doutes quand il y a de l'innovation vraiment très rapide, parce que nous, on a essayé de dire tous nos PM doivent aussi build. Et en fait, c'était hyper compliqué de passer de temps en temps de je build pour le long terme et je fais hyper attention à ce que ce soit scalable. Non, là, je fais un truc qui pète totalement. Non, là, maintenant, je rebuild sur le long terme. Ça faisait quand même un poil schizophrène. Et donc, nos PM sont capables de build. Ils pourraient le faire si jamais il y a un besoin très ponctuel. Mais on ne leur demande pas de le faire au quotidien parce que c'est pas la même manière de bosser, quoi. De rien. Il nous reste 1 minute 30. Donc, si vous avez une dernière question, on peut la faire. Et sinon, on est tout bon. Et merci, bon après-midi.